Bonjour, donc ravi de vous retrouver ce matin pour un Morning Créa, donc les clés du succès pour entreprendre. Je remercie tout particulièrement donc, la communauté commune Aglo Pays d'Issoire et Madame Martine Varischetti qui est là aujourd'hui, donc que je n'écorche pas votre fonction. Conseillère déléguée au commerce, à l'artisanat et au centre-bourg. C'est un peu mon nom, ça c'est très bien. Moi, je tiens, bonjour à tous, à vous remercier d'avoir choisi le territoire d'Issoire pour cette demi-journée concernant l'économie et les porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur notre territoire. Je remercie le partenariat avec la CCI, le Crédit Agricole, le cabinet d'experts comptables et le groupe AMA. Je vous souhaite, je ne vais pas être très longue parce que je souhaite que cette demi-journée soit très instructive pour vous et vous apporte aussi des solutions à toutes les questions dont vous vous posez pour votre avenir professionnel. Merci beaucoup, Madame Varischetti. Donc nous sommes partis pour environ 1h, 1h15. Avec aussi vos questions, donc on verra. On se retrouvera aussi suite à cet atelier pour un échange autour d'un café. Je vous présente aujourd'hui donc Vincent Paproki, chargé de clientèle donc, chez Groupama. Nous avons aussi l'honneur d'avoir Bénédicte Coad, qui représente l'Ordre des experts comptables. À ses côtés, Anthony Lajarriche, donc Crédit Agricole Centre France, le service création plus particulièrement, c'est Crédit Agricole. Et enfin, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, Nathalie Ducrot, donc conseillère en création d'entreprise basée place du Petit Postillon à Issoire, dans les locaux de la Chambre de commerce. C'est bien Postillon, hein? Oui, Postillon, place du Postillon. Donc vous voulez vous lancer, devenir indépendant, être libre, créer votre business et en vivre. Et vous cherchez donc quelles sont les clés, qui sont les bons interlocuteurs. Donc ils sont ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, puisque la plus grande inquiétude en fait du chef d'entreprise, c'est l'isolement, d'être isolé. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement, et c'est pour ça qu'on est là. Pour commencer, donc, je vais interroger Nathalie Ducrot, pour finalement comment définir sa capacité à entreprendre. Quel est le profil type du créateur d'entreprise, s'il tant est qu'il y a un profil. Suis-je fait pour créer une entreprise? Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un profil type? Non. Non, tout le monde peut envisager d'être chef d'entreprise. Après, il est bien évident qu'il faut s'interroger. Donc, suis-je fait pour être chef d'entreprise? Suis-je en capacité d'être chef d'entreprise? Et qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à créer mon entreprise? Donc on ne peut pas se lancer au hasard, donc il faut vraiment s'interroger sur soi et sur ce que l'on veut faire de sa création d'entreprise. Donc le point de départ, c'est vous. D'accord? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Quelles vont être les incidences positives ou négatives que va avoir la création d'entreprise sur ma vie personnelle? Donc ça, c'est vraiment un point important. D'accord? Donc par exemple, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai des contraintes qui peuvent être d'ordre financière, ou familiale. Est-ce que si je crée mon entreprise, je vais devoir me dégager un salaire immédiatement, ou est-ce que je pourrais attendre 3 mois avant que mon entreprise se lance? Est-ce que j'ai une charge familiale, notamment des enfants? Donc ça c'est très important, parce que c'est une problématique qui revient souvent. Je suis salariée, c'est moi qui récupère mes enfants à la sortie de l'école à 17h. Est-ce que je vais pouvoir le faire lorsque je serai chef d'entreprise? Donc ça c'est important parce que souvent on peut voir, enfin souvent, pas souvent, mais ça nous arrive de voir sur certains commerces, c'est un peu exceptionnel. Bon, mais quand j'ai cherché les enfants, que je revienne, ils attendent dans la réserve derrière, c'est pas bon pour l'exercice du commerce. D'accord? Donc par rapport à ça, est-ce que je vais pouvoir bénéficier de soutien? Donc soutien familial, est-ce que j'ai mon environnement qui me soutient? Alors environnement proche, mon conjoint déjà. Hein, moi, j'ai eu déjà le cas d'entreprise, de gens qui me disaient, surtout pour l'instant, vous n'en parlez pas à ma femme ou à mon mari, je veux d'abord voir ce qu'il en est parce qu'il n'est pas trop d'accord pour que je crée. Donc ça, c'est vrai que c'est pas possible. Il faut vraiment avoir le soutien proche du conjoint et
plus généralement de la famille en général, si on peut avoir les grands-parents à côté pour les enfants justement. Et puis éventuellement, si dans votre entourage vous avez des gens qui ont créé une entreprise, les conseils sont bienvenus. D'accord ? Donc, est-ce qu'aussi vous bénéficiez de réseaux, vous connaissez des réseaux? Donc des réseaux qui peuvent être prescripteurs travail ou des réseaux qui peuvent vous apporter du conseil. D'accord? Et troisième chose, c'est qu'est-ce que j'attends de mon entreprise? Est-ce que j'attends de mon entreprise une meilleure rémunération par rapport à ma situation actuelle? Soit je suis demandeur d'emploi, soit salarié, mais voilà, je veux créer pour avoir une meilleure rémunération ou pour avoir une reconnaissance sociale. D'accord? Donc ça, c'est important déjà de faire un premier point par rapport à ça. Une fois qu'on a fait ce point-là, on va regarder avec vous un petit peu quelles sont les compétences et les qualités et aptitudes que vous avez. D'accord? Donc, en général, quand on accompagne des porteurs de projets, ils n'ont jamais été chefs d'entreprise ou même dirigeants. Donc, on va faire un point sur vos compétences. Donc, moi, j'en retiens deux principalement. Compétences commerciales, sachant qu'elles sont multiples, mais vous ne pouvez pas avoir les compétences dans tous les domaines. Donc, commercial et en gestion d'entreprise. Commercial, est-ce que je vais savoir acheter? Est-ce que je vais savoir vendre? Et savoir négocier. D'accord? Donc, on va travailler un petit peu là-dessus. Au niveau gestion d'entreprise, est-ce que je vais savoir mettre en place un tableau de bord, un tableau de trésorerie? Je parle de gestion et non pas de comptabilité. La comptabilité du domaine du comptable, qui est le partenaire à part entière de l'entreprise. D'accord? Donc, on va faire point sur les compétences. Si jamais, sur ces compétences qui sont essentielles, vous avez des lacunes, on peut vous proposer des formations. D'accord? Donc, on ne reste pas bloqué. Ce n'est pas parce que certaines notions ne sont pas maîtrisées que vous ne pourrez pas créer. On va faire point aussi sur les aptitudes et qualités. Donc par rapport à ça, donc j'en ai relevé quelques-unes, bien sûr il y en a plusieurs et puis c'est en fonction de la personne. Est-ce que j'ai le goût du risque? D'accord. Est-ce que j'aime le travail en autonomie? Parce que quand on crée, souvent on crée des petites structures et on se retrouve seul. Donc avant je travaillais dans une grande entreprise. J'avais des collègues avec qui je pouvais échanger, je pouvais me renseigner sur pas mal de choses. Là, je suis seule et finalement, je dois maîtriser beaucoup de choses à moi tout seul. Est-ce que ça me convient? D'accord? Je prends l'exemple dans le commerce, quelqu'un qui a travaillé dans la grande distribution et qui après ouvre un petit commerce. Souvent, ils me disent, oui, mais je suis seule, ce matin, j'ai vu personne. Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Et voilà. Et moi, j'ai besoin de rencontrer du monde. Et donc, c'est important de faire le point aussi sur vous, un petit peu. Voilà, est-ce que moi, je me sens de travailler tout seul? Est-ce que je suis quelqu'un qui écoute les conseils, ou plutôt quelqu'un qui veut prendre ses décisions tout seul? Est-ce que je suis avenant? Est-ce que je suis persévérant face à la difficulté? Ou est-ce qu'à au premier problème, j'arrête tout? Parce que des fois, c'est vrai que l'entreprise, on va avoir des hauts et des bas. Donc, on va étudier un petit peu tous ces traits de caractère que vous avez pour voir si ça peut correspondre au profil du chef d'entreprise en fonction du projet. D'accord? Alors, pour ça, on peut vous proposer, nous, un outil qui s'appelle CCI Business Builder. Donc, c'est une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez faire un test qui va déterminer votre profil d'entrepreneur. Pour les demandeurs d'emploi, il existe une prestation que nous réalisons qui s'appelle Active Créa Émergence. D'accord? Donc, qui permet d'aborder tous ces points. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le profil un petit peu de l'entrepreneur, adéquation au projet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? C'était quoi le profil que vous avez dit, la Pôle emploi? Non, c'est une prestation qui s'appelle Active Créa Émergence. D'accord? Vous pouvez vous inscrire seul sur votre compte ou demander à votre conseiller de vous positionner sur cette prestation-là. D'accord? Donc c'est vraiment sur de l'émergence de projet, justement, c'est sur cette partie-là pour voir un petit peu si le profil de chef d'entreprise peut vous correspondre. D'accord, très bien, merci. Très bien, donc une fois qu'on a validé l'adéquation femme-homme-projet, il nous reste à confronter peut-être l'étude de marché. On passe à l'étude de marché, alors c'est dans cet ordre, nous, qu'on le travaille, parce que souvent quand on reçoit les porteurs de projet, la première question c'est je voudrais faire point sur mon statut juridique. Est-ce que j'ai bien choisi mon statut juridique ou alors j'ai le droit à quoi? D'accord, les aides. C'est compliqué d'y répondre au premier rendez-vous, surtout quand on a fait le point sur rien en fait. Donc on commence par l'adéquation de projet sur votre situation.
On enchaîne avec l'étude de marché et viendra ensuite l'étude financière. Alors, sur l'étude de marché, donc l'étude de marché, elle a pour but d'analyser l'offre et la demande sur un marché pour en définir la stratégie commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire deux analyses de marché, une analyse macroéconomique, d'accord, pour étudier le marché dans sa globalité, c'est-à-dire comment mon entreprise va se positionner. Est-ce que je suis sur un marché en plein essor, un marché sur le déclin ou un marché innovant? Donc pour ça, vous avez des informations plutôt d'ordre général que vous pouvez trouver sur Internet ou alors consulter le site aussi. Vous pouvez BPI Création qui est un site très fourni. Et puis nous, après, on va faire une approche microéconomique, c'est-à-dire qu'on va étudier précisément votre projet en se posant différentes questions. Donc déjà, qu'est-ce que je vais proposer? Donc c'est la notion de produit et de service. À qui je vais proposer? D'accord, la notion de client. Est-ce que mon produit va s'adresser à une clientèle de particuliers ou une clientèle de particuliers et de professionnels? D'accord. Ma concurrence. Donc on va faire le point sur la concurrence directe, c'est-à-dire la concurrence qui me concerne sur mon territoire d'intervention, et puis la concurrence indirecte qui va être par exemple la vente en ligne, qui va être plus difficile à quantifier. On va faire le point sur la notion de fournisseur. Donc les fournisseurs, à quel prix je vais acheter mes produits, quelle marge je vais pouvoir appliquer pour revendre le produit, ce qui me permettra après, ça sera le domaine de l'expert comptable, de voir un petit peu si mon projet est rentable ou pas. Est-ce que je vais pouvoir négocier? Est-ce que je sais négocier? Voilà. Les délais de paiement, est-ce que je vais obtenir des délais de paiement? Donc toutes ces notions sont à étudier lorsqu'on aborde la partie fournisseur. On va étudier la politique de communication, comment je vais faire connaître mon entreprise, la politique de prix. Donc ça, après, on y reviendra peut-être en détail, mais avec chacun peut-être autour de la table ronde. L'implantation, qui reste primordial, d'accord, bien choisir son local d'implantation, donc en fonction de l'activité que vous souhaitez mettre en place. Les moyens humains, est-ce que vous partez seul? Est-ce que vous avez besoin d'embaucher? D'accord, je prends un restaurant, je suis cuisinier, il faut quelqu'un au service, est-ce que je prends un apprenti, toutes ces choses-là. Et puis les partenaires. Donc les partenaires à part entière de la création, principalement donc l'expert comptable, la banque et l'assureur. D'accord? Donc on vous demande très souvent de les rencontrer avant la création parce que ce sont des partenaires à part entière. Souvent on nous dit non mais l'expert comptable ça me fait un peu peur parce que je ne vais pas du tout comprendre ce qu'il va me dire. Donc non, pas du tout, c'est bien de rencontrer justement pour voir s'il y a un bon feeling et si ça se passe bien. Et en général l'expert comptable est là pour vous expliquer, de même que l'assureur, et être prêt à rencontrer la banque pour vraiment avoir une présentation de projet global. D'accord? Donc au niveau des locaux, par exemple, je reviens sur les locaux, on peut vous orienter vers différents partenaires. Par exemple, l'Aglo, je cite l'Aglo Pays d'Histoire, puisque au niveau de l'implantation et des locaux, si vous installez sur le territoire, ils peuvent vous faire des propositions. D'accord? Et puis nous, on peut vous envoyer vers Transentreprise aussi, vous savez qu'on a des offres qui sont recensées. Pour cette étude de marché, comment on peut vous accompagner? Donc, soit par des séances collectives, donc on a des séances d'information, la matinée d'ICLÉ, qui se passe sur Clermont-Ferrand en présentiel ou en distanciel, en fonction, donc on a peut-être qui l'ont déjà fait, je l'ai déjà fait. Des séances de formation, donc les 5 jours pour entreprendre, d'accord, pour ceux qui ont besoin d'approfondir certaines notions. Et puis du rendez-vous individuel, donc le rendez-vous individuel après, donc si c'est sur le territoire d'Issoire, du Massif du Sancy ou des Monts d'Ardenne, ça sera avec moi. Donc rendez-vous individuel, dans la prestation, je lance mon projet. D'accord, qui est un dispositif régional financé par la région. Oui, donc en fait c'est gratuit. C'est gratuit pour pour le créateur. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais dire d'une façon générale sur l'étude de marché. Après, chaque étude de marché, bien sûr, est différente. Là, j'ai donné des généralités.
est différente en fonction du créateur et bien sûr en rendez-vous individuel, on travaille votre projet. Comme on n'est pas nombreux, est-ce que vous auriez des questions éventuellement sur ce sujet-là? Ou peut-être... Vous avez suivi les 10 clés pour entreprendre? Moi, je suis déjà à mon compte, mais j'aurais d'autres questions. Ah, d'accord. on fera peut-être après avec Oui, la bien sûr. table ronde. Très bien, merci beaucoup Nathalie, merci bien. Alors d'une fois qu'on analyse tout ça avec Nathalie, finalement on doit valider, savoir si le projet est rentable. Et c'est là qu'on va rencontrer un expert comptable. Comment on trouve un expert comptable déjà? Comment on le trouve? Alors, bonjour à tous. Déjà, effectivement, n'ayez pas peur de l'expert comptable. Il ne manque pas, en général. L'expert comptable, déjà, pour situer, finalement, pour que tout le monde sache ce qu'on fait, c'est vraiment un professionnel du chiffre, effectivement, mais qui doit devenir un vrai partenaire de votre entreprise, finalement. L'objectif principal, en général, vous vous tournez vers l'expert comptable parce que vous vous dites j'ai quelques déclarations, quelques obligations déclaratives à respecter, je ne sais pas trop comment faire, je m'en remets donc à l'expert comptable. Donc effectivement, notre première mission, si j'ose dire, c'est d'assurer ça. Répondre aux obligations déclaratives de votre entreprise, que ce soit au plan comptable, fiscal, social, s'il y a des salariés, etc. Il n'empêche que, effectivement, l'expert comptable n'intervient pas seulement une fois que vous avez créé l'entreprise. Il faut vraiment penser à lui en amont, lorsque vous portez votre projet, et voilà, après avoir vu la CCI par exemple, ou même des fois c'est vrai que la chronologie ou le parcours du porteur de projet n'est pas forcément similaire, c'est-à-dire que certains arrivent chez nous directement sans forcément être passés par la CCI, sont même déjà des fois allés voir la banque avant, mais souvent vous avez tendance à les reconduire vers nous, effectivement, parce que la clé ça va être notamment ce fameux prévisionnel business plan. C'est-à-dire que voilà, tant qu'on n'a pas posé des chiffres finalement sur le projet, on ne sera pas vraiment capable d'aller plus loin et de voir quelle est sa viabilité. Donc il existe un dispositif qui vous permet de bénéficier de 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable. C'est le dispositif Business Story. C'est un dispositif mis en place par l'ordre des experts comptables. Donc en fonction de votre lieu en général, de votre zone géographique, vous regardez sur le site quel expert comptable fait partie du dispositif. Voilà. Donc vous pouvez identifier un cabinet et puis ensuite donc solliciter l'expert comptable pour ces 3 rendez-vous gratuits. L'objectif de ce dispositif, c'est véritablement d'accompagner donc le porteur de projet dans ce parcours qui est souvent est assez obscur en fait, pour lui. Il ne sait pas trop par quel bout le prendre, etc. En tout cas, l'objectif, c'est véritablement d'aider le porteur de projet à choisir sa forme juridique, apprécier la viabilité du projet et puis établir ce fameux prévisionnel d'activité pour ensuite pouvoir demander les financements nécessaires à la banque. Voilà. Donc 3 rendez-vous. Donc le premier point, le premier rendez-vous en général, effectivement, il va avoir pour objectif, ça va être un peu probablement redondant avec la CCI, mais c'est pas gênant parce qu'en fait souvent, je vous dis, en fonction de la personne, le projet n'est pas forcément très avancé, on ne s'est pas forcément posé toutes les questions, on n'a pas forcément été voir la CCI avant en fait, donc on n'a pas fait d'études de marché, on ne sait pas trop, on ne sait pas vraiment poser la question sur la concurrence, etc. Donc l'objectif c'est déjà de sonder le porteur de projet, de comprendre sa motivation, de comprendre là aussi comment est-ce qu'il voit les choses, est-ce qu'il a commencé à réfléchir à des chiffres, est-ce qu'il en a parlé à sa famille, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il il a un projet d'association, est-ce qu'il a réfléchi à des locaux, déjà nous on arrive à jauger un peu de la maturité du projet, et puis finalement en le questionnant, on le force surtout à réfléchir éventuellement à des points qu'il n'avait pas forcément soulevés. Alors souvent Business Story, les porteurs de projet connaissent bien le dispositif quand ils arrivent de Pôle emploi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont accompagnés par Pôle emploi, mais souvent ils pensent bien à vous en parler. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser ce service-là. Le deuxième rendez-vous, alors c'est pas forcément strictement comme ça que ça se passe, mais l'objectif, ensuite c'est de déterminer la forme juridique de l'entreprise, ce qui va être déterminant aussi pour le démarrage. La forme juridique, c'est finalement la coquille, si j'ose dire, juridique, qui va
encadrer le fonctionnement de votre entreprise. Donc 2 formes principales, je suppose que vous en avez déjà un petit peu entendu parler ou vous avez fait quelques recherches sur Internet. Il y a l'exploitation, ce qu'on appelle en nom propre, en entreprise individuelle, ou l'exploitation en société. Donc, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail là non plus ce matin de tout ça, mais l'idée c'est qu'à un moment donné, ce choix-là va entraîner des conséquences, notamment au plan social, du statut social du dirigeant. On ne va pas forcément avoir le même statut, la même couverture exactement, ou le même coût de rémunération, qu'on soit en entreprise individuelle ou en société. La détermination aussi du régime fiscal. Le choix de la structure va impliquer un régime fiscal et donc des conséquences potentiellement à titre personnel sur votre impôt différentes. Et puis ensuite aussi vraiment le point de départ. Tout à l'heure on parlait éventuellement est-ce qu'on prend des salariés, on peut avoir le projet dès le départ effectivement, mais aussi la question, on n'est pas forcément seul en fait, on peut être porteur de projet mais à 2. C'est parfois la création d'une entreprise à 2 ou à plusieurs. Bon, là, auquel cas, on s'oriente tout de suite sur une société, puisque l'entreprise individuelle, par nature, individuelle, donc il y a un seul porteur de projet. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de salarié, mais par contre, vous êtes seul aux manettes. Voilà. Cette notion de seul aux manettes, c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure, on disait, effectivement, il faut être capable d'être bon finalement un peu en tout. Tout d'un coup, on ne savait pas faire commerce, il faut apprendre à en faire. On ne savait pas communiquer, il faut apprendre à communiquer. Vous allez devenir un chef d'orchestre, en fait. Hein. Donc, effectivement, c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler dès le départ. Alors, vous n'allez pas être bon dans tout, hein, je veux dire, c'est normal. Mais à un moment donné, il va falloir être capable, malgré tout, un jour d'avoir la casquette du commercial, un jour d'avoir la casquette du communicant et de gérer tout ça. L'idée aussi de passer par un expert comptable après à terme, bien sûr, dans le suivi de votre entreprise, ce qui paraît en général assez indispensable, c'est que justement, vous vous concentriez vraiment sur votre cœur de métier, sur votre entreprise, et que vous vous déchargiez de la partie obligation déclarative. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Donc bien sûr, il faudra que vous soyez initié un minimum à la gestion de votre entreprise, parce que l'expert comptable, malgré tout, il ne pourra pas venir dans votre entreprise pour gérer à votre place. Mais voilà, de vous décharger de ces tâches en général qui sont très chronophages pour vous, qui vous font peur la plupart du temps, parce qu'il y a le risque fiscal, parce qu'il y a la peur de l'erreur, tout simplement. Voilà, l'expert comptable, il est vraiment là pour ça. Donc sur la forme juridique, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, au niveau de l'entreprise individuelle, il y a eu quand même un changement majeur en début d'année avec la loi Entreprendre, j'ai plus exactement le terme, mais du 14 février de mémoire, qui vient renforcer quand même ce statut, puisqu'avant, il avait une contrainte majeure qui était que le patrimoine personnel de l'entrepreneur n'était pas forcément bien protégé. Voilà. On avait la résidence principale qui était protégée de manière automatique, mais pas forcément le reste, alors que là, on renforce quand même la protection du patrimoine de l'entrepreneur, de sorte que finalement, seuls les actifs utilisés à titre professionnel deviennent potentiellement saisissables par les créanciers en cas de difficulté. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Souvent, vous êtes intéressé par cette forme parce que vous pensez en premier lieu, bien souvent, à la micro-entreprise, qui est en fait une forme simplifiée de l'entreprise individuelle. Et en général, vous y voyez bien l'avantage au départ de créer à moindre coût, sans trop de risques, sans trop d'obligations déclaratives et sans même finalement avoir trop besoin de l'expert comptable, puisqu'on se contente de déclarer un chiffre d'affaires. Et non, mais vous surveillez, mais c'est tout à fait ça. Donc, c'est vrai que pour démarrer, c'est pas forcément mal dans l'absolu, mais chaque cas est particulier. Donc, ma réponse n'est pas forcément celle-là en fonction du projet qu'on m'amène, où je vais considérer que la micro-entreprise n'a pas forcément, d'intérêt, même au plan fiscal, parce que on se base sur un chiffre d'affaires, on ne tient pas compte des charges, mais en fonction de la nature de l'activité, il y a plus ou moins des charges, il y a plus ou moins intérêt à avoir une comptabilité, ce qu'on appelle au réel. Bon. J'avais des chiffres là-dessus, justement, par rapport aux micro-entreprises. Je sais qu'en 2021, on a à peu près 1 million d'entreprises qui ont été créées. Oui, c'était une année record. Une année record, sachant que l'année d'avant avait été marquée aussi par une pandémie. Mais toutefois, on avait eu quand même 850 000 sociétés créées. Par contre, sur ces 850 000, 600 000 étaient des micro-entreprises. Et oui,
c'est bien souvent la porte d'entrée. Le porteur de projet voit vraiment cette forme juridique comme quelque chose de très facile, de pas engageant finalement. On prend pas de risques, on n'a pas forcément besoin. Alors, surtout pour des projets finalement qui ne nécessitent pas beaucoup, je pense, à confirmer avec la banque, mais qui ne nécessitent pas beaucoup de financement. Parce que les banques, me semble-t-il, n'aiment pas vraiment. Alors, c'est pas qu'ils n'aiment pas financer les micro-entreprises, mais ils ont un peu de mal à apprécier finalement peut-être la rentabilité vraiment, puisqu'on se base que sur un chiffre d'affaires. Vous aurez peut-être l'occasion de nous en reparler. Mais... Et puis certains se servent de la micro-entreprise aussi pour faire l'étude de marché. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent et puis qu'ils disent je vais tester, je ne sais pas où je vais, mais je m'inscris et je vais voir ce que ça donne. Je vois si ça prend. Voilà, au bout d'un an, si ça ne marche pas, je vais me radier. Donc la formalité est relativement simple. Par contre, on voit aussi des micro-entreprises qui évoluent. Voilà, qui évoluent, c'est-à-dire qu'après, au bout d'un an, finalement, il y avait réellement un marché, ça fonctionne bien, je change de statut. Et là, j'envisage une demande de financement. Voilà, et c'est vrai que ce qui est important à dire, c'est que finalement, la micro-entreprise, oui, pourquoi pas. Elle peut vraiment vous aider éventuellement à prendre le pas pour ceux qui ont un peu peur et qui veulent limiter leurs investissements. Mais à terme, en tout cas, c'est pas une forme juridique qu'on peut vraiment conseiller parce qu'elle ne va pas être satisfaisante. En termes notamment de lecture de rentabilité. Parce qu'une fois encore, l'indicateur principal pour la micro-entreprise, c'est le chiffre d'affaires. On ne tient pas compte des charges et donc de la rentabilité véritablement. Pour rebondir un petit peu sur la micro, ce qui est problématique, c'est que des fois, comme l'a dit ma collègue, c'est une création d'activité pour faire un test. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit des fois aussi que lors d'un développement, c'est là où il y aura un besoin de financement. Et c'est là où c'est problématique pour la banque, parce qu'en fait, l'activité est déjà lancée. Donc de venir en fait solliciter un partenaire bancaire sur une demande de financement, mais peut-être à 4, 5, 6, 7 mois, c'est plus délicat. Alors si c'était bien préparé en amont avec un besoin de financement initial, c'est plus simple pour tout le monde. C'est plus difficile d'obtenir un financement sur un développement à court terme finalement qu'au démarrage de l'activité. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut, sur lequel il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma micro? Est-ce que c'est vraiment une activité, le statut que je vais garder, mais sur du long terme, 2-3 ans, ou est-ce que dans 6 mois, ça ne me conviendra plus, parce que je vais dépasser le chiffre d'affaires, et qu'à ce moment-là, il faut que je passe, par exemple, en entreprise, mais au réel, ou en société, mais là, j'ai besoin de financement, je vais voir ma banque, mais avec mon petit chiffre d'affaires, c'est pas très rassurant, et finalement, c'était pas la bonne solution. Mais si de base, par contre, un prévisionnel avait été établi, avec derrière un chiffre d'affaires hypothétique et aussi un besoin de financement, on peut quand même financer une micro si de là les choses sont bien ficelées dès le départ. Oui, avec un prévisionnel. Tout à fait, exactement. Donc c'est vrai que cette micro-entreprise attire bien, elle fonctionne bien. Après, sachez aussi que rien n'est gravé pour toujours dans le marbre. Vous pouvez démarrer en micro-entreprise, effectivement, et puis faire évoluer ensuite en une autre forme juridique. Rien n'est impossible. L'inverse n'est pas possible. Alors non, à l'inverse, effectivement, et puis en général, il n'y a aucun intérêt à être en société, à descendre en micro-entreprise, en effet, parce que bien souvent, on constate au contraire que les micro-entreprises finalement fonctionnent et évoluent dans un autre régime fiscal, parce que, on a besoin, cette fois-ci, d'y voir un petit peu plus clair dans les chiffres, et puis surtout, j'insiste malgré tout là-dessus, de bénéficier de l'accompagnement de l'expert comptable, parce qu'en micro-entreprise, vous n'aurez pas cet accompagnement, et au démarrage, ça va dépendre bien sûr du profil du porteur de projet, mais honnêtement, certains ne sont pas capables, c'est pas du tout péjoratif, mais ne sont pas capables de démarrer seuls en réalité. Voilà. Donc ne vous privez pas de cet accompagnement, ou en tout cas, il ne faut pas que ce soit le seul, la seule motivation en fait. Voilà. Bon. Donc voilà pour le statut juridique, et puis on en arrive effectivement après au nerf de la guerre, c'est-à-dire le prévisionnel ou le business plan, puisqu'en effet, en général, malgré tout, le porteur de projet a un besoin de financement, et donc légitimement, il a besoin d'aller voir la banque. Alors des fois, il y va en premier, le banquier lui dit ok, mais il me faut quand même 2-3 chiffres pour pouvoir apprécier votre situation. Donc voilà, le porteur revient vers nous. Donc là, c'est vraiment effectivement poser des chiffres, sur une idée en fait, parce que vous avez une idée, vous avez plein d'envies,
Mais concrètement, ça ne s'est pas forcément traduit en chiffres. Voilà, donc on fait vraiment l'effort aussi, du coup en partenariat avec la CCI, de faire une vraie étude de marché. Est-ce que vous êtes tout seul ou pas? Est-ce que vous êtes préoccupé de ce qu'il y avait finalement autour de vous? Effectivement, quel prix on va pouvoir appliquer, quelle marge, est-ce qu'on est un bon commercial dans l'âme, est-ce que... Bon, de réfléchir effectivement en fonction de ses contraintes personnelles, mais combien, si c'est un commerce, combien de jours, combien d'heures je peux faire moi tout seul pour travailler, parce que des fois on a des hypothèses de chiffre d'affaires qui sont assez exceptionnelles, hein, mais quand on... 365 jours. Voilà, mais quand on revient à la réalité, bon alors vous prenez pas de vacances du tout, vous travaillez les dimanches, du coup on écrème un petit peu et on se rend compte qu'à un moment donné vous n'avez que 2 bras et a priori les journées ne font que 24 heures, donc on va pas pouvoir faire parfois plus. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de poser des chiffres. Alors là où moi j'insiste, en tout cas quand j'ai un porteur de projet en face de moi, c'est qu'il fasse l'effort lui de déterminer son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que même si moi je peux avoir des idées bien sûr sur la nature notamment de l'activité ou du commerce, à un moment donné il faut que cette réflexion elle vienne vraiment du porteur de projet. Donc réfléchissez oui concrètement à ce que vous voulez vendre, combien, d'essayer d'anticiper une fréquentation ou un nombre de clients potentiels, en fonction de vos contraintes de temps, vos contraintes personnelles. Il faut vraiment faire cet effort de réflexion sur le chiffre d'affaires. Après, il est vrai que sur le reste des dépenses, en général, c'est un peu flou pour vous, et c'est là qu'on intervient parce que nous, on a l'habitude des structures de compte de résultat et de savoir quel type de charge on va retrouver globalement dans l'entreprise. Mais voilà, il faut vraiment que l'effort de réflexion, l'étude de marché, c'est prédominant, effectivement. Si vous ne posez pas ces questions, a priori, ça fonctionnera mal. Et donc, le business plan, bien sûr, avant même d'aller voir la banque, entre le prospect et l'expert comptable, si j'ose dire, ça va être, entre quatre yeux, déjà de se dire, c'est viable ou ça l'est pas. Ça peut arriver qu'on fasse un prévisionnel et que finalement, on dise aux porteurs de projet... En tout cas, comme on l'a bâti là, avec les hypothèses d'exploitation prises, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que le projet ne pourra pas aboutir, mais il faudra probablement modifier. Voilà. Peut-être qu'on avait misé sur un local, mais qui manifestement a un loyer trop important, ou un commerce avec une ouverture pas suffisante dans l'année. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Alors, personne n'a de boule de cristal, c'est-à-dire que on va établir un prévisionnel, c'est peut-être pas du tout même ce qui va se passer réellement, parce que vous voyez qu'on a un secteur quand même, un environnement économique qui est parfaitement devenu instable. Il y a toujours quelque chose pour éventuellement modifier un peu la donne. Et justement, ce qui m'amène à vous dire que le point principal, finalement, ça va être la réactivité. Voilà. C'est pas parce qu'on a mis ça dans le prévisionnel qu'il faut absolument s'y tenir. Si le contexte économique à ce moment-là a changé, 6 mois après, il faut peut-être changer son fusil d'épaule, changer sa gamme de produits, changer ses prix, changer ses marges. En plus, on a en ce moment, avec le cours des matières premières très fluctuant, il faut vraiment être très réactif et proactif. Et puis ensuite, le prévisionnel, donc si on jauge qu'il est viable, effectivement, il nous permet de déterminer un besoin en financement, ce qui va être la fondamentale pour ensuite aller voir la banque, savoir de combien on a besoin. Alors, combien on peut apporter aussi, parce que finalement, le porteur de projet, en tout cas, les sources de financement peuvent être diverses. Le banquier, je pense, aime bien quand on apporte un petit peu, mais c'est pas il le dira, ça le rassure aussi, finalement. Il faut pas non plus liquider ses économies, mais trouver, là encore, en fait, finalement, chacun d'entre vous va devoir trouver sa propre prise de risque. Voilà, risque financier, risque familial, risque... on voit qu'il y a des profils plus ou moins frileux, plus ou moins qui aiment le risque. En tout cas, n'y allez pas si vous jugez qu'il y a trop de risques, en fait, pour vous. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez y aller sereinement à partir du moment où vous savez qu'il y a un risque, mais que vous pensez le maîtriser. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout, ne restez pas seul. Donc, on voit effectivement expert comptable, partenaire indispensable de l'entrepreneur. Ma question de départ, c'est comment on trouve finalement l'expert comptable. J'ai envie de dire, donc, ce qu'a exposé Bénédicte, il y a le portail de l'ordre avec le dispositif Business Story. Mais j'ai envie de dire, c'est une histoire humaine en fait. De feeling, oui. Alors après, il y en a pour tous les goûts, des jeunes, des moins jeunes, des modernes, des moins modernes, des hommes, des femmes. Donc
voilà, on est à peu près 300 finalement dans la région, donc vous avez de quoi en trouver un qui vous correspond. Et quitte à en voir au moins 2 au départ. Je précise que les honoraires sont libres aussi chez les experts comptables. Oui, tout à fait. Alors, bien qu'il y ait une certaine, normalement, cohérence dans les tarifs des missions, donc honnêtement, ne vous fiez pas qu'au prix, parce que c'est vraiment plutôt une histoire de feeling, en effet. D'histoire humaine, en fait. Hein. On doit devenir un vrai partenaire. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez avoir confiance en votre expert comptable. Vous devez... Alors, je tire un peu le trait, mais des fois, on a presque des clients qui nous laisseraient les clés de la maison. Quoi, hein. Bon, ok, vous avez besoin d'aller chercher ça, ben, allez-y. C'est sûrement dans la cuisine ou dans la chambre, dans le placard. Voilà, la dernière feuille d'impôt, pas de souci. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait une confiance. Merci beaucoup. Donc, d'une fois toutes ces étapes validées, on va parler au banquier. Et comment on lui parle au banquier? Gentiment. Bonjour monsieur. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente de nouveau, Anthony Lajarige. Donc, je travaille au Crédit Agricole, vous l'imaginez, et je suis chargé de tout ce qui est création, reprise, développement pour les professionnels. Donc, concrètement, j'accueille les créateurs, les repreneurs, les développeurs à donner vie à leur projet. Donc, on va aborder ensemble 3 points. Donc, on va revenir un petit peu sur la présentation de projet. Après, on regardera la maîtrise des chiffres et on regardera aussi les éléments décisifs. Présentation de projet, j'aime bien dire qu'en généralement dans le projet, 50% sont des éléments chiffrés et 50% sont plutôt la personne. Donc voilà, vous allez beau avoir le meilleur projet du monde, ce qui va m'intéresser, c'est vous. Donc concrètement, c'est de parler de vous, pourquoi en êtes-vous arrivé à ce projet, qu'est-ce qui fait que vous vouliez partir là-dedans, m'expliquer aussi un petit peu de votre façon de fonctionner. On parlait tout à l'heure de la garde des enfants, on ira un peu loin, mais voir l'implication que vous allez avoir, parce que potentiellement vous quittez un job en tant que salarié avec des horaires très bornés, vous allez quitter et reprendre une société, donc les heures ne sont pas les mêmes. On va regarder un petit peu tout ça. On va aussi potentiellement vous poser des questions qui vont vous paraître, je vais être assez cash, mais stupides. C'est qu'en fait, moi je serai spécialiste, comme on l'a dit, du financement, mais vous serez spécialiste de votre activité. À travers ces questions, je vais peut-être déceler notre besoin, peut-être un besoin de trésorerie supplémentaire, peut-être on aura besoin d'affacturage, de choses qui sont spécifiques et dédiées à votre activité, parce que comme l'ont dit également mes collègues, on finance, mais on vous accompagne aussi sur le projet. Il y aura peut-être également des besoins monétiques. Je ne vais pas parler d'assurance, je ne vais pas faire genre non plus, hein, mais il y aura vraiment des problématiques diverses et variées. Donc n'hésitez pas, on va devenir partenaire, il y a une relation B2B qui va s'installer. Donc vous faites du business, on en fait, et l'idée c'est de devenir partenaire dans les bons et dans les mauvais moments. La maîtrise des chiffres. Donc concrètement, ça va me permettre aussi de rebondir sur la problématique des micros. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de micros qui ouvrent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent c'est super facile. Je le fais, j'ai mon CRM, je peux partir en activité, j'ai pas besoin d'expert comptable, limite pas besoin de banque, parce qu'il y a des banques en ligne qui font très bien. Mais on s'aperçoit que des fois, le besoin qu'il y a tout de suite n'est pas le même plus tard. Il y aura peut-être des besoins de matériel, d'investissement. Et s'il n'y a aucune donnée du coup chiffrée ou d'éléments qui ont été calculés en amont, c'est beaucoup plus compliqué pour une banque après de venir se positionner, que ce soit sur le financement ou sur une quelconque collaboration. Donc pensez, même si vous êtes en micro ou pour tout type de société, encore une fois, faites vraiment, moi ce que j'appelle un besoin ressource. Concrètement, c'est quoi à gauche tous vos besoins, à droite, qu'est-ce que j'ai pour venir pallier ces besoins? Donc on parle de l'apport, donc l'apport va venir là. Une fois qu'on avait aussi l'apport, après ça sera tout simplement le besoin bancaire. Et c'est bien quand même de le quantifier au début, parce que je le répète, pour une banque, c'est quand même compliqué de venir une fois que l'activité est lancée. On peut très bien se dire, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un manquement du porteur, tout simplement de venir voir une banque pour un besoin de financement une fois que l'activité est lancée? On peut regarder ça du mauvais côté. Est-ce qu'il y a un ratio là-dessus, justement, Anthony, par rapport à l'apport bancaire personnel et la globalité du projet? Est-ce que... Alors, il y a un ratio, un peu comme les honoraires pour un expert comptable. On aime bien dire 20%. Mais par contre, 20% de 100 000 euros, ça reste atteignable. Mais si c'est 20% sur 1 million, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va dire que c'est à la marge. Après, si vous devez retenir un ratio, dites-vous 20%, à peu près. Après, il est intéressant par contre d'aller essayer aussi, je ne sais pas si moi je vais en parler, bref, j'en parle, initiative, les plateformes initiatives aussi locales, qui sont là aussi peut-être pour vous aiguiller, pour créer des effets de levier non négligeables en décrochant des prêts d'honneur, qui peuvent venir en fait se rajouter sur la partie bancaire à votre rapport personnel. Donc ça, c'est pas négligeable.
J'interviens juste par rapport à la plateforme d'initiative d'Histoire, qui accorde des prix d'honneur, justement pour rebondir, qui peuvent aller jusqu'à 25 000 €. D'accord, donc sans garantie ni caution, remboursable sur 60 mois. Donc qui viennent compléter. Alors moi je préfère dire compléter que remplacer le manque d'apport, parce que c'est toujours bien d'avoir un minimum d'engagement sur un plan de financement. Donc les dossiers de la plateforme d'Histoire sont montés par les chambres consulaires. Donc chambre de commerce pour les projets commerce, services, industrie, et chambre des métiers pour les projets artisanaux. Et dans la même lignée aussi, la partie garantie qui peut être intéressante. Oui, on va peut-être dérouler un petit peu les autres aides tant qu'on est à ce stade-là. Donc effectivement, la partie France Active. Ouais, bon. Donc concrètement, sur la partie, je suis désolé, j'ai un petit peu emmêlé le... Du coup, si vous voulez, en fait, concrètement, sur la partie bancaire, on va prêter, je suis d'accord avec vous, mais on va demander des garanties. Donc sur la partie bancaire, on a ce qu'on appelle des BPI, on travaille aussi avec CAJ, et il est intéressant aussi pour les créateurs d'aller voir les plateformes France Active, l'avantage c'est que ça coûte moins cher, tout simplement. Si je parle de ratio, sur un BPI, on va dire qu'on est entre 4 et 5%, si je dois grossir un petit peu le montant. France Active, on va être plus à 2,5, vous voyez. C'est toujours intéressant pour vous, ça coûte moins cher sur une création, tout simplement, limite, garder l'excédent en trésorerie. Plus intéressant. Et puis France Active intervient à hauteur de 70% pour les femmes. D'accord, avec une petite prime qui peut être octroyée en même temps que la garantie. Moi, je voulais aussi présenter un dispositif qui existe, alors je parle d'Histoire là, qui est l'aide au commerce de proximité. Donc c'est une subvention qui est accordée par l'Aglo-Pays d'Histoire à hauteur de 10% sur un plan de financement qui peut qui est au minimum de 10 000 € et qui peut aller jusqu'à 50 000 €. Donc au maximum, vous pouvez obtenir 5 000 € de subvention au niveau de l'Aglo-Pays d'Histoire qui vient en cofinancement d'une subvention régionale qui, elle, est de 20% de 50 000 €, donc qui peut être de 10 000 €. D'accord ? Donc les dossiers, c'est pareil. Donc ils sont montés dans le cadre des chambres consulaires et ils sont présentés en commission à l'Aglo-Pays d'Histoire. Voilà. Là, c'est de la subvention. C'est pas du prêt à taux zéro, c'est de la subvention. Donc c'est toujours intéressant. Et cette aide, elle peut actionner sur de l'achat de matériel, de mobilier et aménagement du point de vente. Et là, on est spécifique territoire. Alors, spécifique, moi je parle pour l'agglo, ça existe sur la. Bon, je parle par rapport à mon territoire, sur le massif du Sancy et d'Homme-Saint-Certance, et depuis peu sur aussi les Montardennes. En fait, je pense que tout le Puy-de-Dôme est couvert par le dispositif. Mais c'est du commerce centre-ville, d'accord ? C'est pas. La subvention ne peut pas être actionnée si vous êtes, par exemple, en galerie marchande. Donc, monsieur le banquier. Oui, j'ai pas pu filer. Tu disais quoi ? Nous étions. Du coup, je disais tout simplement pour bondir, une fois qu'on a bien quantifié tout ça, besoin en ressources, on va regarder la partie prêt. Et le Crédit Agricole, je vous en parlais, ce qui est intéressant aussi, a mis en place un prêt à 0%. Aujourd'hui, vous avez dû entendre parler, on parle d'inflation taux. Hein. Il y en a qui ont pris carrément 1 point. Ça ne va pas malheureusement diminuant. Mais le Crédit Agricole a décidé, pour tout simplement aider le territoire, à faire un prêt à 0% jusqu'à un maximum 30 000 € sur votre besoin total. Donc assez intéressant, et quand je dis du 0%, c'est 0%. Pas de frais de dossier, pas de frais de garantie. Donc voilà, intéressant aussi pour créer cet effet de levier qui potentiellement permet d'avoir une enveloppe intéressante malgré l'augmentation de taux. On peut peut-être. Le prêt là, c'est à l'entreprise, on est d'accord par rapport au prêt d'honneur qui est à la personne. Oui, prêt d'honneur, personne physique. En fait, vous faites un prêt directement à votre nom, la société vous le rembourse, donc ça c'est un prêt d'honneur. Par contre, là, quand je parle de prêt à 0%, c'est la société qui contracte le financement, une fois qu'on a quantifié le besoin et les ressources. Après, j'aime bien aussi regarder le compte de résultat. Comme l'a très bien dit Bénédicte, ça j'apprécie, parce que c'est souvent où on a le porteur qui nous dit « Ah, mais le chiffre d'affaires, c'est mon expert comptable qui l'a fait. » Voilà, surtout ne dites pas ça, parce que ça attaque mal, quoi. Pour vraiment que vous ayez l'idée
du chiffre d'affaires, comment vous l'avez calculé. Donc cette co-construction que vous ferez avec un expert comptable est hyper intéressante. Et c'est vous après qui allez comprendre directement les chiffres. Dans le compte de résultat, moi ce que j'aime bien, c'est que derrière vous avez tous les ratios, vous avez votre marge, vous avez les charges externes, vous avez les charges de personnel, vous avez des petits ratios aussi bancaires hyper intéressants qu'on appelle le BE, la CAF, qui vous peut-être pas pour le moment, mais oui, une certaine importance, même pour vous développer. Donc voilà, pensez à regarder un petit peu ces ratios-là. Et je vous conseille également de vous rendre sur un site internet qui est hyper intéressant, qui a été fait par le Crédit Agricole. Ça s'appelle je-suis-entrepreneur.fr. Donc vous vous y rendez, vous pouvez regarder, il y a les marges fonction des marchés, vous pouvez construire des pseudo-prévisionnels, parce que ça ne remplacera pas un expert comptable, mais au moins comme ça vous aurez déjà un petit peu les pieds dans le plat, si je peux. Donc dernière étape, les éléments décisifs. Donc concrètement, nous on va regarder l'adéquation homme-projet, la bonne compréhension du projet. On va regarder que vous ayez les diplômes, formations nécessaires, on va dire, pour créer cette activité. On va regarder aussi le réalisme du projet, qui est une adéquation avec le territoire, qui n'est pas trop non plus de concurrence. J'ai un exemple, moi les salles de sport, à un moment donné, il n'y avait que ça. Ou les escape games, à un moment donné, il n'y en avait pas, il y avait le plan. Donc il y en a qui ont fermé, donc ça fait tri, mais voilà. Donc il y a aussi une cohérence. Et également l'apport. Donc oui, la banque peut financer 100% du projet, mais moi j'aime bien dire que l'apport c'est quand même le baromètre d'implication personnelle du créateur en son projet. L'idée, ouais, la phrase est un peu réfléchie. Moi, je le dis souvent, comment voulez-vous que le banquier prenne un risque sur 100 000 si vous misez que sur 1 euro par exemple? Et évidemment, c'est pas logique en fait. Si vous me dites, moi j'ai le meilleur projet du monde, ça a marché, mais par contre je ne veux pas mettre 1 euro dedans, vous voyez l'approche est différente. En plus, je vous parle encore une fois des prêts avec les plateformes initiatives, là vous n'avez plus d'excuses. Donc concrètement, tout le monde est capable à un moment donné de pouvoir mettre un peu d'apport sur le projet. Sachant qu'il faut faire un projet à hauteur de ce qu'on peut engager aussi, à sa propre hauteur. D'accord, quelqu'un qui n'a pas d'apport et qui va demander 500 000 euros à la banque, quelque part, il a peu de chances de revenir avec un accord. Il faut s'associer avec une personne qui en a. Voilà, mais si on met zéro, oui, on est bien d'accord, mais si voilà, on n'a pas du tout d'apport, on envisage un projet à la hauteur de ce qu'on peut, de ses moyens. Exactement. Ça, c'est important, parce que en fait, quand on reçoit moi, je vois quand je reçois des porteurs de projets, des fois, j'ai ce cas de figure. Mon projet, voilà, je l'ai estimé à 400 000 euros. Par contre, moi, j'ai un tout petit peu d'apport, mais je ne veux pas l'engager parce qu'à titre perso, si jamais j'ai un problème, il faut que je change ma voiture, je n'aurai plus rien. Et puis, de toute façon, je sais que ça va marcher. Non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et je rebondis aussi sur le fait de est-ce que je suis en capacité d'entendre le non? Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais des fois, moi, j'ai des retours, voilà, j'ai rencontré la banque, il ne veut pas y aller, mais c'est qu'il n'a rien compris à mon projet, mais c'est pas possible, c'est sûr que c'est quelque chose qui va marcher, c'est l'idée de l'année. Est-ce que je suis en capacité d'entendre? Je reviens sur l'adéquation de projet, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais quand tout va bien, c'est sûr, pas de problème. Est-ce que je suis en capacité d'entendre? Non. Non, personne ne me suit sur mon projet, et de l'assimiler. C'est surtout ça. Se dire que c'est pas forcément un échec en fait. Non. Peut-être simplement pour revoir sa copie et voilà. son projet. Aujourd'hui, pour un ordre d'idée, je refuse un dossier sur 2. Alors, sur les premiers rendez-vous, hein. Mais par contre, ces refus sont requalifiés 2 fois sur 3 en oui. Parce que le porteur aura du coup modifié son projet, aura modifié les chiffres, aura potentiellement trouvé un autre local qui viendra pérenniser, à mes yeux et aux yeux de la banque, indirectement, le projet. Donc un non, pour moi, peut être constructif. Il ne faut pas voir ça du côté négatif. Je terminerai tout simplement avec la règle d'or numéro 1, c'est surtout l'accompagnement. Ne restez pas seul. Faites-vous aider en création, post-création. Parlez de vos réussites, de vos échecs, que les échecs, encore une fois, sont également avancés. Participez aux formations proposées par la CCI. Et on s'aperçoit, mine de rien, qu'en taux, c'est un taux un peu barbare, on appelle ça un taux de survie. Hein. Mais on s'aperçoit que si on fait la différence quand même entre un entrepreneur qui est resté seul et un entrepreneur qui a été formé et suivi, a 30% de chances de survivre en plus par rapport à quelqu'un qui serait resté seul. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de vous faire aider du début jusqu'à la fin. Merci. Merci beaucoup, Anthony.
Des questions pour le banquier, ou vous le retrouvez tout à l'heure autour d'un café? Bien, passons maintenant à l'assurance, étape clé aussi, chef d'entreprise. Donc, Vincent, quels sont les points importants justement pour identifier, pour être assuré en fait au maximum? Quand tout va bien, ça va bien, mais voilà. Voilà. Alors j'ai déjà commencé aussi par me présenter, donc je suis responsable de secteur ici au Groupama et je m'occupe des agences d'Issoire, de Cournon d'Auvergne, des Martres de Verre et jusqu'à Besse. Donc ça vous laisse tout loisir de venir nous rencontrer. Je vous dirais que nous, on ne vous demande pas d'apport, on ne vous demande pas encore d'honoraires libres ou quoi que ce soit. Vous, comme le dit une célèbre publicité, vous venez comme vous êtes. Après on verra, bien entendu, hein, on n'assure pas tout non plus. Avant de démarrer, de dire ce qu'il faut faire, moi je pars du principe d'avoir conscience de ce qu'il ne faut surtout pas faire avant de commencer. C'est de dire aujourd'hui, de faire des impasses sur certains sujets, sur certains domaines, et notamment l'assurance, en se disant bon, ça n'arrive qu'aux autres, ça je le ferai pas. De dire aussi et d'avoir conscience, et ça c'est par le biais notamment de votre expert, expert comptable, qui peut aussi vous tirer les sonnettes d'alarme en disant attention sur cette activité, réglementairement il y a ça d'obligatoire, etc. Vous devez assurer telle ou telle partie, etc. Ça il faut en avoir conscience parce que pareil, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est aussi sous-estimer les risques, de dire demain, je vais prendre un exemple, je reprends une activité de loisir ou de camping en bord d'un petit ruisseau, une belle rivière qui n'a jamais débordé beaucoup de crues et que peut-être qu'un jour ça peut arriver, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu les derniers événements climatiques qu'il y a eu sur le département, c'est catastrophique. C'est aussi cacher certaines choses. Alors on peut cacher des éléments à son expert comptable, à son banquier, mais aussi à son assureur, en disant, quand on pose une question simple, est-ce que vous avez ceci ou prévu cela? Oui, j'ai tout prévu, etc. Sauf que le jour où pareil, un sinistre se déclare, il y a eu fausse déclaration à la base. Et nous on n'interviendra pas ou de façon proportionnelle. Donc tout ça, ayez cette logique de faire comme vous pouvez le faire devant votre banquier, devant votre expert comptable, d'avoir votre posture de chef d'entreprise de demain et de prévoir tout à l'avance. Et nous, on sera là aussi pour vous y accompagner, bien entendu, parce que c'est la base de notre métier. Vis-à-vis de ça, aujourd'hui, l'assureur, il est là surtout pour assurer la pérennité de votre entreprise, si demain il se passe quoi que ce soit, mais aussi la vôtre, parce que vous êtes chef d'entreprise. Mais derrière tout chef d'entreprise, il se cache des fois un conjoint, des enfants, etc. Et on se dit toujours, non mais j'ai tout prévu, j'ai assuré mon local, j'ai assuré ma voiture, mais est-ce que vous vous êtes assuré vous? Parce qu'on parlait tout à l'heure de problèmes financiers, on était dans un statut de salarié, etc. Tout roule, on avait sa paye toutes les fins de mois, et on ouvre son commerce ou son entreprise, et le démarrage est un peu compliqué. On vit une crise sanitaire, on vit une catastrophe climatique. Comment je m'en remets demain? L'activité ne redémarre pas, j'arrive pas à me payer, etc. J'ai un accident, tout simple, hein. Je joue le week-end au football avec mon piston et hop, je dérape et je me casse la jambe et je suis alité pendant 2-3 mois, etc. Mais pendant ce temps-là, il n'y a personne pour tenir mon commerce. Donc tout ça aussi, il faut y penser. Je sais que ça a un coût aussi. Et votre expert comptable sera là aussi pour vous accompagner, pour vous dire, vous déterminer si dans telle ou telle situation, il faut prendre telle ou telle garantie, telle ou telle option, parce que nous, on ne va pas vous limiter. On va vous donner, bien entendu, la solution idéale qui va vous garantir de A à Z. Donc, que ce soit pour un local, que ce soit pour vous, parce que vous changez complètement de statut du jour au lendemain, vous aurez un régime obligatoire qui va parfois vous accompagner pour un maintien de salaire en cas d'arrêt de travail, pour accident, maladie ou invalidité, et ça ne dure pas ad vitam aeternam. Voilà. Et souvent, c'est aussi des sommes, mademoiselle qui levait un petit peu les yeux au ciel, des sommes qui sont parfois très très limitées. En fait. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Donc en fait, nous, l'assureur, vous allez prendre votre risque et nous poser sur l'épaule, en disant, demain, s'il arrive un truc, si mon local vient à brûler, j'aimerais bien que vous preniez ça en charge, moyennant bien entendu une cotisation, une certaine franchise.
Mais si demain vous vous assurez pas, alors je vous dirais, vaut mieux le faire, de toute façon. Qui va reconstruire votre local? Qui va indemniser le matériel que vous avez financé à la banque? Qui vous permettra peut-être, si vous ne reprenez pas l'activité, tout le moins de rembourser le prêt bancaire qui est en cours. Et c'est aussi un devoir qu'on a, parce qu'avant d'être assurant, on est préventeur, de venir en amont de votre projet. Alors, on avait fait CCI, expert comptable, banque, assurance. On peut un peu mélanger tout le monde à toutes les étapes, parce que ce projet se construit aussi avec l'assureur, parce qu'on peut venir visiter des fois les locaux. On a des préventeurs, nous, en interne, qui sont à même de vous dire, attention, l'installation électrique que vous avez là, c'est pas spécialement conforme, faites attention à vous. Au niveau risque incendie, est-ce que vous avez prévu ci, est-ce que vous avez prévu ça, au niveau effraction, etc. Un rideau électrique, tout team. Et tout ceci va avoir des conséquences par la suite sur vos garanties et surtout sur votre prise en charge en cas de sinistre. Donc ça, c'est aussi très important et c'est un service qu'on offre à nos clients sociétaires et sur lequel il ne faut pas spécialement faire l'impasse non plus. On en parlait tout à l'heure, donc d'un côté le côté matériel, d'un côté le côté humain, et je commence surtout par ce côté humain. On parlait tout à l'heure de relations de confiance que vous pouvez avoir avec l'expert comptable ou le banquier, ça va être la même chose avec l'assureur. Je vous dis de ne pas faire l'économie d'aller, même si je prêche pour ma paroisse, d'en faire plusieurs, d'aller comparer, etc. Choisissez la personne avant de choisir effectivement, bien qu'il faut regarder bien entendu dans le détail, un tarif. En disant aujourd'hui, oui, mais chez un tel, c'est moins cher, donc je vais aller là-bas. Sauf que quand on épluche, qu'on étudie, soit nous ou votre expert comptable, le contrat, on va dire, oui, mais attendez, c'est moins cher, mais vous n'êtes pas couvert pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et si demain il y a quoi que ce soit, bien souvent, eh bien, on vient toquer à la porte de l'assureur, il m'arrive telle situation, attendez, mais c'est pas prévu dans le contrat. Et c'est là où tout s'enchaîne, et surtout l'insatisfaction. Donc c'est aussi prévoir donc pour vous tout ce qu'on va appeler maintien de salaire, tout ce qui peut être indemnité journalière, parce que vous pouvez compter que sur vous demain si il arrive un accident ou une maladie, même s'il y a des régimes qui viennent prendre le relais un temps soit peu. C'est donc en cas d'arrêt de travail, accident, maladie, hospitalisation, tout ce qui peut être un peu plus grave malheureusement en cas d'invalidité, et au-delà en cas de décès. Parce que le jour où vous partez, vous laissez peut-être justement encore une fois ce conjoint et les enfants. Donc prévoir des capitaux pour les aider à continuer leur vie malgré la perte d'un être qui leur est proche. Ne sortez pas tout de suite les mouchoirs. C'est aussi des projets un peu plus joyeux. Vous avez une entreprise qui prospère, etc. Alors oui, la banque le fait aussi, mais nous faisons également très bien, c'est tout ce qui peut être perspective de préparer votre retraite. On en parle, on est en plein dedans aujourd'hui. Alors peut-être pas forcément au démarrage de votre activité, mais c'est quelque chose où des fois on peut juste mettre un petit pied dedans, de façon modeste, mais le faire, sinon on ne le fera jamais. C'est aussi par rapport là à vos locaux, de se dire, est-ce que j'ai tout prévu? Je prends en compte aujourd'hui, je dis n'importe quoi, un restaurateur, le serveur arrive demain et renverse tout son plateau sur un de vos clients, qui est-ce qui paye, etc. Comment ça se passe et tout le team. C'est un incendie qui se déclare dans la cuisine, etc. Donc là, oui, la base va être d'assurer votre local. Après, nous, en fonction de la visite et de vos besoins, on va vous dire, attention, il faut un poussoir à arrêt gaz, etc. et tout le team. Mais voilà, on va avoir une panoplie de garanties inimaginables. Alors oui, parfois il y aura les fameuses petites astérix dans les contrats, mais on aura aussi l'honnêteté de vous dire, attention, notre contrat ne couvrira pas telle ou telle situation. Parce qu'encore une fois, c'est bien souvent quand il se passe quelque chose qu'on découvre ce qu'il y a dans le contrat. Voilà. Donc ça peut être ce qu'on appelle tout ce qui va être responsabilité civile professionnelle. Donc dans le cas de réparer des dommages que vous allez causer à autrui, simplement. D'accord ? Ensuite, je parlais du risque incendie, événement climatique. On a eu un épisode de grêle aujourd'hui, pareil. Vous avez un commerce qui vous appartient ou que vous louez. La toiture est perlée de partout, il y a de l'eau qui rentre dans le magasin. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça aussi, et ça a souvent des coûts astronomiques.
et que vous ne pouvez pas tout simplement supporter tout simplement par votre activité. D'où la nécessité d'avoir une assurance spécifique dédiée à cela. On en a entendu parler et ça a fait bonne presse ou mauvaise presse pendant la période donc, Covid aussi, tout ce qui est risque de perte d'exploitation. Fermeture administrative de votre établissement en risque de crise sanitaire, on a vu les restos fermés, etc. Est-ce que vous avez la possibilité d'être indemnisé dans ces cas-là, etc., etc. Donc c'est des problématiques qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Donc, des fois, certains chefs d'entreprise disent non, moi la perte d'exploitation, j'en ai pas besoin, ça me sert à rien, etc. Mais sachez aussi que rien ne vous oblige de partir sur une garantie totale, etc. Votre contrat peut aussi évoluer au fil des années ou même des mois. Hein. Votre chiffre d'affaires évolue, votre résultat, vos revenus évoluent. On peut adapter à tout moment vos garanties en fonction, bien entendu, de votre fonctionnement. Ensuite, vous aurez également une approche à voir. On parlait tout à l'heure de micro-entreprise. Des fois, on utilise son véhicule perso et on va faire une livraison, etc. C'est de prévoir aussi et d'anticiper, d'inclure dans votre contrat automobile cette utilisation. Parce que des fois, on reste sur une base et on va vous dire, maintenant, vous étiez en train de livrer à titre professionnel, on ne fait pas, on ne part pas là-dessus. Pareil, si vous exploitez certaines choses ou vous stockez certaines choses parfois dans votre lieu d'habitation, de prévoir aussi dans votre contrat d'habitation, de l'adapter à ça. Voilà. Donc c'est toutes des petites choses qui paraissent logiques quand on les dit, mais qui ne le sont pas forcément quotidiennes. Voilà. Et après, d'insister sur un dernier point, qu'aujourd'hui cette relation va se baser pas uniquement sur votre entreprise, mais comme le banquier aujourd'hui, nous assureurs, on va miser aussi sur l'aspect double relation. C'est-à-dire qu'on va vous garantir le risque pro, mais on va aussi vous proposer de vous garantir le risque privé. De toute façon, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre la plupart du temps. On en parlait tout à l'heure pour la famille, etc. Et de prévoir tout à l'avance sur ces sujets-là. Moi, je n'ai pas d'autres points à aborder à ce niveau-là. Si vous avez peut-être des questions. Il y a des questions. En tous les cas, c'est extrêmement clair. Merci beaucoup, Vincent. Donc, vous l'avez compris, on n'est absolument pas là pour vous juger. Au contraire, on est là pour vous aider, pour vous faire faire le premier pas, pour le consolider. Nos partenaires donc privilégiés, que sont Groupama, l'Ordre des experts comptables, le Crédit Agricole, en sont de dignes représentants. Ne restez pas seul, vraiment ne restez pas seul. Comme l'a dit Anthony, 30% de plus de chances de bien vivre de sa création d'entreprise. Simplement, avant de nous quitter, je voulais vous faire part de l'agenda, en tous les cas, de la Chambre de commerce, en tout cas pour la partie création. Si vous allez sur notre site internet, vous vous abonnez, il y a une rubrique qui s'appelle Agenda, et vous allez voir qu'on a pas mal d'événements qui arrivent. On a par exemple le 27 juin une permanence juridique avec un avocat. Donc là, c'est vraiment sur des questions très précises. Le 30 juin, on a les 10 clés pour entreprendre. Donc on balaye sur 2h30 un petit peu toutes les étapes essentielles pour la création d'entreprise. Donc ça, c'est, je crois qu'il est en webinaire, je ne sais plus. Webinaire ou en présentiel, le 30 juin. En tout cas, sur le site internet, c'est indiqué. On a un atelier spécifique entreprendre en micro. Là, c'est sur toute une journée où on va aller vraiment plus en détail sur le statut de micro-entrepreneur. C'est payant, c'est 105 €, mais abondable par le CPF. On a à nouveau des sessions de 10 clés pour entreprendre et on a notre fameuse formation 5 jours pour entreprendre sur une semaine qui aura lieu donc du 25 juillet au 29 juillet. Là, ce qui est intéressant, moi pour y avoir participé, c'est que vous êtes en immersion avec d'autres créateurs d'entreprises. Et souvent, parfois, on n'ose pas toujours poser la question ou la question ne nous vient pas forcément, mais quand on est en groupe, c'est très enrichissant. Donc généralement, le groupe, c'est entre 5 et 10 personnes. Sur une semaine complète. Le tarif est de 525 €, sachant que c'est abondable par le CPF. Et on a un partenariat avec Crédit Agricole. Éventuellement, s'il y a un souci au niveau du financement CPF, on peut en discuter ensemble et voir
mettre les choses en place. Voilà. Ça s'appelle comment le site, pardon? C'est le site de la Chambre de commerce, c'est cci-puydedôme.fr, enfin vous faites CCI Puy-de-Dôme, et vous verrez, il y a une rubrique agenda, vous créez votre profil dessus, et vous vous abonnez à la newsletter, comme ça vous aurez toutes les infos, parce qu'on n'organise pas que ça, là on est spécifique, création d'entreprise, mais après on a plein d'autres choses sur le numérique, sur l'innovation, l'international, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est ce que l'on disait en tant que futur chef d'entreprise. Tenez-vous au courant, abonnez-vous aux syndicats qui sont référents de votre secteur d'activité, aux newsletters, allez sur le site de l'URSSAF, abonnez-vous. Alors, enfin voilà, pour ceux qui aiment les chiffres, etc. Mais on a toutes les nouveautés, voilà, de la loi de finances, enfin, etc., etc. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah. Enfin, moi j'en ai plein, mais je vais réduire parce que sinon on est jusqu'à demain. Moi je suis déjà à mon compte depuis quelques années. Okay. Je suis venue sur le territoire, j'étais à Clermont et je suis venue par ici. Merci. Moi je suis à mon compte. Ah, il est temps. Là, c'est ça? Ouais. Donc ici, bonjour. Moi je suis à mon compte depuis décembre 2017, mais j'étais sur Clermont-Ferrand et en fait j'ai fait un semblant de reprise de gîte sur. Alors je dépends d'Ambert malheureusement. Quand je dis malheureusement, c'est qu'ils sont plus loin que l'histoire. Mais il y a quelque chose que j'aimais bien à Clermont et je ne sais pas trop ici s'il y a, c'est les réseaux. Parce que quand on travaille seul, et rencontrer d'autres professionnels c'est super intéressant. Et surtout, c'est que ça permet de travailler avec eux. Ce que j'ai fait, j'ai fait plusieurs collaborations dans mon poste d'activité. Mais bon, je continue d'en faire encore aujourd'hui, j'en ai fait un la semaine dernière. Mais c'est quelque chose qui... J'ai demandé à mon patron, parce que je suis à mi-temps à côté de mon entreprise. Il m'en a parlé d'une ou deux, mais c'est quelque chose qui serait pas mal en fait. Même si à la CCI on peut le faire, je ne sais pas du tout, mais d'organiser peut-être des... Je vais dire des petits déjeuners, je me comprends, sur une petite matinée, et puis de pouvoir rencontrer les professionnels. Je ne sais pas si ici vous le faites. Alors, si vous parlez d'Ambert? Histoire du coup. Ah, Histoire. Moi, en fait, vous êtes plus près réellement Histoire pour moi. Si, parce que alors, au niveau réseau, ça vous avez entièrement raison. Effectivement, en tant que chef d'entreprise, il faut être dans les réseaux. Donc, vous êtes une femme, je sais qu'il existe un réseau qui s'appelle Et les filles, c'est jeudi. Donc, qui est exceptionnel. Il y a le réseau du groupement des créateurs d'entreprises, GCE. D'ailleurs, je crois que la personne qui est présidente, elle est originaire d'Histoire, donc juste à côté. C'est l'INVAPT. Voilà. Autre réseau, alors au sein de la CCI, oui, on organise, très prochainement, on a par exemple un gros événement qui arrive, ça sera au mois de novembre, c'est Oser l'entreprise. Donc vous allez voir tous les partenaires de l'entrepreneuriat, etc. C'est PME 63, exact. Oui, il y a les BNI, il y a BNI, elle les a fait, mais tout ça c'est sur Histoire même, il y a un BNI. Je peux peut-être. Je m'aider au débat. Sur l'histoire, d'abord déjà, vous avez l'agglomération Pays d'Histoire qui organise des effervescences. Il suffira de donner votre mail à Marlène. Donc c'est tous les 2-3 mois avec d'autres chefs d'entreprise. Une entreprise se présente et on fait un petit déjeuner où on peut communiquer avec les autres entreprises. Il y a des clubs d'entreprises. Alors le BNI, je crois qu'il n'est plus sur l'histoire, ça s'appelle Envol maintenant. La synergie, c'est Envol. Oui, Envol. Et c'est M. Philippe Oza qui s'en occupe, mais ça on pourra vous donner, faire passer à tous. Si on a vos mails, si la CCI peut nous communiquer les contacts de toutes les personnes qui sont présentes, on pourra leur faire passer, et Synergis aussi. Donc, et on a un projet sur le territoire d'Histoire, c'est d'ouvrir un tiers-lieu, justement, avec, de reprendre les minutes pro qui s'organisaient avant, c'était des échanges entre entreprises, et aussi il se fait sur Clermont les UPERO. Et les UPERO, c'est la présentation des nouveaux porteurs de projets aux habitants du territoire. Et ça, c'est pour 2023. Mais en attendant, il y a déjà des contacts, un réseau d'entreprises sur le territoire. Effectivement, c'est important les réseaux. Très important.
vous me permettez, je voulais amener aussi une précision sur les subventions dont vous a parlé Nathalie. Les subventions, il y a des critères, mais aussi il faut faire vos projets sans subvention. C'est-à-dire que les subventions, elles viennent qu'après votre montage financier, aussi bien auprès de la banque que vers l'expert comptable. Parce que les subventions, si vous rentrez dans les critères, vous les touchez un an et demi après. Il ne faut pas les mettre dans votre budget de financement. Ça, c'est très important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous aviez plusieurs questions. Ouais, C'était non, peut-être mais la après, première. c'est plus mon cas à moi, donc C'est spécifique. On pourra peut-être échanger en aparté. Et vous êtes sous quel statut aujourd'hui? le moins bien aimé. Mais justement, c'est ça. Et dans quelle activité? Alors, c'est là aussi où ça fait du peur un peu. Moi, je suis au Crédit Agricole. Ça fait un peu peur. Je suis allée voir d'autres banques, je suis désolée, mais j'avais besoin d'avoir d'autres avis aussi. C'est très compliqué d'emprunter. Enfin, moi, dans mon statut. Puis j'ai vraiment un statut très spécifique, en plus d'être en micro-entreprise. Et du coup, il n'y a pas de cas par cas, donc c'est un peu compliqué. Donc, je suis en micro-entreprise. J'ai plusieurs activités. Mon activité principale, c'est les gîtes. Oui. Après, je suis esthéticienne, j'organise des événements bien-être, j'ai une boutique, enfin, j'ai plein de choses. Hein. Okay. Et en fait, tout ça, ça fait toujours un peu peur parce que. Mais vous faites trop de trucs. Mais oui, mais ça va tout ensemble en fait. Mais ouais, c'est. Le cas par cas, ce serait vraiment bien. Et vous échangerez tout à l'heure autour du café. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions ou autres? Non? Mais je voulais préciser aussi que donc, la porte d'entrée, comme on vous a expliqué, c'est Nathalie, la CCI. Elle vous a bien expliqué les différentes étapes. Mais à l'Aglo Pays d'Histoire, avec Marlène Gouillon, on reçoit aussi des porteurs de projets qui ne passent pas des fois en premier par la CCI. Mais on est tous là en circuit et tous les mois et demi, on se retrouve tous ensemble, CCI, Chambre de métier, France Active, la plateforme, pour justement voir tous les porteurs de projets qu'il y a sur le territoire et pour qu'il n'y ait pas un porteur de projet qui n'ait pas eu une information aussi bien sur les subventions que sur les inscriptions ou sur l'endroit où il veut s'installer. Voilà, le réseau est coordonné. Voilà, c'est ça. Donc, et on ne vous laissera pas au bord de la route, donc n'hésitez pas à venir nous solliciter. Encore merci à Aglo Pays d'Histoire de nous avoir reçus. Merci Madame Marispetti. Alors moi je trouve que merci d'avoir choisi le territoire et il vaut mieux être moins nombreux que beaucoup parce que quand on est très nombreux dans ce genre de... les porteurs de projets n'osent pas déjà poser les questions. On voit bien, parce qu'il y a certainement des questions, mais on n'ose pas poser son projet par rapport à d'autres. N'hésitez pas après à faire une petite liste de vos interrogations à donner à Nathalie ou à l'Aglo par Marlène. Et après, elles nous sont transmis et on est là pour vous répondre à vos besoins et à vous aider tout au long de votre parcours. Mais déjà autour du café, c'est Ouais. beaucoup plus simple. Et récupérez bien les cartes de visite, effectivement. Merci à tous.